Albatros. Ce soleil noir, André de Richaud. Par André Laude. Aujourd'hui, Richaud du Comtat. Avec Éléonore Hirt, Pierre Segers et la voix d'André de Richaud. Le soleil nous aveugle. Et pourquoi ne pas être aveuglé par le soleil? Le jour de Provence, le jour de la Grèce est aussi terrible que la nuit d'Elseneur. Quand on a joué mon adaptation des cubes d'Euripide, le décorateur avait dessiné sur le costume d'Ulysse toutes les îles de la Grèce. Je voudrais que tout homme vraiment libre ait ce tatouage sacré sur le corps. Eh oui, je crois qu'il n'est qu'un soleil, celui des morts, un soleil dense et noir, un soleil qui ne se lève ni ne se couche, mais dans lequel on marche comme on marche en aveugle. Nous étions condisciples au collège de Carpentras. Je dois vous dire qu'à ce moment-là, nous étions, lui comme moi, très très jeunes. Et c'est à partir de la 6e jusqu'à la philo que nous avons fait une marche ensemble vers d'autres études et vers la vie. André de Richaud venait d'Altin-les-Palus, un tout petit village où auparavant on cultivait la garance pour les pantalons rouges des soldats. C'est vous dire que ça vous situe avant une autre guerre. Et après, bon, eh bien, c'est au collège que nous avons été donc ensemble, comme je vous le disais. Vous êtes devenus amis rapidement Très rapidement, parce que Richaud était un garçon très liant. Il était, j'étais son aîné d'1 an, disons, ce qui fait que nous n'étions pas tout à fait dans la même classe, mais nous nous rencontrions tout le temps et on riait surtout ensemble, comme peuvent le faire des collégiens. Il avait une spécialité au collège, très rapidement, quand il était à partir de la 3e. C'est lui qui écrivait les lettres d'amour pour les jeunes collégiennes qui étaient dans le collège de filles. À ce moment-là, les collèges n'étaient pas mixtes. Et il écrivait comme ça pour 3 ou 4 garçons. Et il s'est aperçu que moi, mon Dieu, je n'avais pas besoin de lui. C'était un garçon d'une très grande gravité. Il était comme chacun de nous, double ou triple. Mais il y avait en lui un garçon qui avait connu un drame affreux dans sa famille. Sa mère l'avait d'abord beaucoup aimé, beaucoup entouré, de trop près peut-être. Ensuite, il y avait eu des prisonniers de guerre allemands qu'on faisait travailler dans le Vaucluse sur des terrains. Et un de ces prisonniers est venu dans cette maison. Il y a eu une liaison et André de Richaud a été déchiré toute sa vie par cette liaison de sa mère. Et il a porté cette blessure. Ensuite, on l'a mis comme pensionnaire au collège, précisément pour qu'il débarrasse sans doute un petit peu la place. Et c'est quelque chose qui ne s'oublie jamais. Il a souffert, il a écrit dans Ma douleur, La douleur, son roman, il a écrit cette histoire, et dans ses poèmes, au fond, transparaît cette blessure. Le grand désert de la montagne d'hiver, sans lavande. Les longues traînées de gravier dans les creux secrets, sous des cailloux mystérieux, les serpents qui attendent l'été dans une immobilité de pierre et de cuir. Ainsi, il faut traverser de grands espaces de soie, sous un ciel gris au bord duquel la neige hésite, attendre dans une solitude glacée que se réveillent les serpents. Le cœur se refroidit dans la poitrine au centre de cette immobilité, où tant de vie se dissimule, seul toujours, mais moins seul au milieu des autres, seul à entendre le pas boiteux de ce cœur malade à ma gauche, ce cœur qui trébuche, ce sang qui se pompe douloureusement et que j'entends ruisseler faux, même en dormant. C'est au collège qu'il a écrit son premier petit livre qui est Histoire de Saint-Jean et Comparse. Comparse qui est fait en principe sur le château de Lourmarin et l'autre qui est pour la légende de Saint-Jean à côté de Saint-Didier dans le Vaucluse. C'était un garçon qui aimait cette terre et qui avait au fond un peu, si vous voulez, de ces couleurs fauves, rouges, vertes, terre de sienne, qui étaient celles de son pays,
avec une violence extraordinaire. Il avait déjà un don de l'écriture remarquable. Et c'est tout de suite après Comparse, quand il a été répétiteur à Aix-en-Provence, qu'il a là écrit La vie de Saint-Delteil. La vie de Saint-Delteil qu'on a attribuée d'abord à Delteil, car il admirait déjà beaucoup Delteil. Il se tenait déjà, à partir de la seconde, première, au courant de ce qui se publiait à Paris, et il écrivait vraiment d'une façon très remarquable. Alors, c'est de là que naissent ces 3 premiers livres. Voilà La vie de Saint-Delteil, voyez-vous, qui est le premier ouvrage important de Richaud et qui l'a fait connaître. Toutes les fois que nous avons bu un coup de trop, nous, dans la famille, nous ne pouvons nous empêcher de raconter aux autres le grand secret, le secret de la naissance du monde. C'est une sorte de maladie aussi qu'ils passent à leurs petits-enfants, les vieux de la famille, le soir à la veillée, car tu n'ignores point que si, comme tous, je fréquente les cafés à miroir, je suis un homme de terre et de feuillage, et que tous les miens, les hommes sales de boue et de poussière, ils ont vécu au bord d'une rivière, enfoncés comme des carottes jusqu'à mi-corps dans le sol humide. Le souvenir qu'il a laissé dans tous les petits villages où il a pu passer, à Caron, à Mazan, aux alentours de Carpentras, où aussi de très bons vins s'élèvent là-bas, eh bien, il reste celui qui était à la fois le conteur, car il racontait des histoires, il ne s'arrêtait jamais. C'était un homme qui renouait avec cette tradition populaire de raconter vraiment la vie, la vie intérieure et ce qu'il voyait, d'inventer, car au fond, c'était un homme qui inventait les choses. Et il a laissé cette image d'un jeune garçon ardent et parleur, beau parleur, comme on dit, mais avec une forte sympathie. Pierre, vous avez déjà évoqué à plusieurs reprises ces terres de vin. Dans cette jeunesse-là, était-il déjà un bon buveur? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non. Naturellement, il était très bon convive, comme un garçon, un adolescent de 17-18 ans. Il avait très bon appétit, il buvait bien. Mais je crois qu'ensuite, ce sont les conditions de la vie qu'il a eues à Paris surtout, qui l'ont conduit à boire. Il a eu certains amis qui eux-mêmes étaient portés là-dessus et qui l'ont entraîné. Je crois aussi, il me le disait parfois, on me reproche de boire, mais tu sais, on m'offre toujours à boire, on ne m'offre jamais à manger. Je crois qu'il a souvent eu une vie à Paris très difficile et de plus en plus, il a souffert dans sa chair, dans sa vie réelle, de ne pas manger à sa faim. Il me faut maintenant revenir vers cette nuit fermée à double tour, d'où j'ai été foutu dehors, et quand je frappe du poing, ça résonne. Et je vais saigner toutes les larmes de mon corps, et je vais pleurer tout le sang de mon âme. J'ai tant travaillé, tant donné de coups de pic au nuage, que le moment est venu de faire écrouler la porte. Nous revenons à Carpentras, je crois savoir que il y avait un troisième homme. Vous formiez sans doute donc un trio avec André Néron. Ah, André Néron, c'était un peu autre chose. Il était plutôt l'enfant sage, si vous voulez, de ce trio. André Néron, qui est un homme charmant, qui vit toujours à Carpentras, qui s'occupe beaucoup de la bibliothèque Inguimbertine et des fondations littéraires dans le département de Vaucluse. André Néron a gardé des souvenirs nombreux sur André de Richaud, et je crois qu'il a réuni maintenant, et il m'en fait part, des documents parfaitement inconnus sur André. Nous projetons, mais quand le ferons-nous, je ne sais pas, de faire un gros ouvrage sur ce poète qui est un petit peu un poète maudit, parce qu'il ne méritait pas vraiment le destin tragique qui a été le sien. C'était un homme de la vie, ce n'était pas un homme du malheur. Mais malheureusement, je crois que petit à petit, le désespoir est devenu sa présence tragique en lui-même, et il n'a pas pu échapper. Nous avons des dossiers, des documents, des quantités d'inédits en plus de la correspondance, et sans doute, si nous en avons les uns et les autres le temps, un grand hommage sera rendu à André de Richaud. Je suis heureux que vous fassiez quelque chose sur lui, parce que c'est un des toujours jeunes poètes qu'il mérite. Laissez à l'ange blanc sa valise perlée.
son trésor immaculé, son Alaska bistrot de neige. Laisser à l'ange noir tous ses vieux linges, ses tiroirs et le tam-tam de son cœur désert. Ce désespoir qui a été le lot de Richaud adulte, donc, à vous entendre, n'était guère devinable dans cette jeunesse. C'était donc une jeunesse marquée sous le signe du soleil, plutôt. Sous le signe du soleil, sous le signe de l'amitié, sous le signe de la découverte. Quand il a fait son service militaire en Afrique, il a découvert aussi des amitiés passionnées. C'est lui qui m'a fait connaître Jean Venturini, qui est mort dans un sous-marin au large de Casablanca. C'est lui qui était lié avec Michel Leventy. Je ne sais pas, maintenant Michel Leventy aussi nous a quittés, mais il doit y avoir là des trésors, parce qu'il y avait une correspondance permanente presque avec André de Richaud. C'était un homme qui a cependant eu toujours une sorte de sentiment de la mort qui l'accompagnait. En vous attendant, je regardais dans les poèmes anciens, il y a des poèmes, celui-ci qui devait être dédié à Valérie Larbaud, puis il l'a rayé, et il a mis à Léon-Paul Fargue, n'est-ce pas? C'était pour une revue sans doute, et c'est un poème sur la mort. Et je crois même que ce long poème, totalement inconnu, qui est la chanson de mort, a été écrit au moment où Richaud devait avoir 22 ou 23 ans. Donc il y a eu toujours cette présence de la mort, il la sentait sur lui. Et donc c'était lié bien sûr à cette enfance avec une mère donc qui je crois qu'à un certain moment, au fond, une partie de Richaud est morte le jour où sa mère l'a, à ses yeux, trahi. La chanson de mort. Heure de ma mort, je pense à vous comme à une branche, déjà la tête pleine de mousse. Je me défais comme un vieux nuage inutile à l'orage. Le sang ne monte plus et me clame à la gorge. Je sens que mes genoux veulent me dire adieu. Me voilà barque inhabitée, sans rameur et sans mât, des rivages où l'ombre est l'ombre de l'ombre. Mes jambes, sans souffrir, fendent les terres déjà riches, et j'entre à mi-corps dans les feuillages légendaires, comme la charrue qui fait hurler les pierres, le soc sanglant mes prisonniers des feux de l'herbe et des vers coupés. C'est à la fois un bûcher et une noyade avec une grosse étoile au cou vers les paysages maritimes, où la lumière pourrie sent mauvais, où les plantes vivent et les bêtes sont immobiles jusqu'à l'heure de l'éclatement du monde, en attirant avec des mains pleines de voix vertes et sourdes toutes les barques au-delà des astres et des mâtures. Matou jongle avec des cailloux. Je fais vie de toutes parts, crevé, et la terre me repousse et m'attire. Heure de ma mort, vous n'êtes maintenant qu'une petite tache de craie à mon flanc, mais à travers mes épaules lucides, encore des siècles d'esclaves, à travers ma tempe où bat un ressac de peur, à travers mes mains où tant de cadavres sont allongés et parlent à mi-voix, j'entends venir, j'entends venir, j'entends venir. C'est alors qu'il faudra être bien humble pour ne pas être dépouillé et pour ne pas humilier les pauvres. J'entends venir, avoir de larges plaies bien sincères pour montrer qu'on a bien lutté contre soi. J'entends venir des plaies où les visages des gens de la montagne entendront le bruit de la mer, des voix où les matelots verront les forêts que mange le soleil pendant que leur lourde tête est roulée dans le sommeil. Au bord d'une indifférence biblique, j'entends venir si l'on se rencontre. On s'embrassera longuement sur les lèvres, avec un geste plein d'âme, encore embourbé dans les prières des vivants. Et c'est alors que la chair, la peau, le sang sera un objet de luxe, et l'on se disputera la petite main d'un enfant pour avoir quelque chose à soi. Heure de ma mort, je vous regarde descendre sur moi, comme une branche pourrie,
sous le poids du ciel comme la pluie du 23 mars 1928. Heure de maman, je vous sens monter en moi, comme le désir qui s'écrase après dans une femme, avec le bruit d'un pied dans une flaque de boue. Heure de maman, je vous sens approcher vers moi derrière, comme si vous alliez me surprendre et me marquer avec un fer rouge. Heure de maman, je vous entends venir de gauche, par les routes du cœur, comme les blancs chevaux des saisons qui viennent du soleil et vont au soleil. Heure de maman, je vous vois piétiner à ma droite avec les nuages qui tirent sur leurs chaînes aux bornes du jour. Heure de ma mort déjà. Jusqu'à ce soir, je n'étais que vous. Vous les autres, qui m'avez tiré par les lèvres jusqu'à une seconde de votre peau et dont je me suis repoussé jusqu'à l'éternité parce que mon amour vous aurait peut-être tué. Adieu les autres. Ce n'est pas le moment d'être hypocrite. Chacun de mes mouvements vous inonde de mort. Allez-vous-en, allez-vous-en. Que je vous vois longtemps ne plus penser à moi. Pourtant tout se déchire sous mon visage. Pourtant mes gestes s'éloignent de moi. Je tords avec les yeux brûlés des barreaux d'ombre. Le pas du gardien, j'entends venir, je souffre venir. Vous errez en moi comme une bête dans les veines de la forêt, hésitant au carrefour, se reposant dans les clairières du cœur, s'attardant dans les petits ruisseaux des endroits qui sont l'extrême limite de mon corps, déjà dans l'air, sur la lisière vulnérable, se brûlant dans les branches parlantes du cerveau, dormant dans les épais taillis des poumons, heure de ma mort. Je suis votre course, quand donc tomberez-vous morte de fatigue pour me terrasser? Alors adieu, sensations en déroute. L'automne des artères qui s'effeuillent sur les chairs gonflées d'une mauvaise humidité. On chante à côté. Avant la fuite de Louis, le nuage se dissout pour l'adieu de l'œil. Et la voix est une pierre tendre. Le nez est déjà loin. Le vent gerce les lèvres. Adieu mes mains. Et tout l'amour du monde. Adieu, moi. J'éclate comme une branche de feu. L'arbre des oranges repousse à mon flanc. Voilà le soleil qui mange mon bras, oublié si loin qu'on ne peut vraiment songer à aller le chercher. J'entends le ronflement aigu de mes chevilles, déjà plus qu'à mi-corps dans le ciel. Je tire à moi mes jambes embourbées pour les donner en offrande à la route qui tient la terre ronde comme une courroie. Je tire à moi ce cœur pour le lancer à vous autres, comme un ballon pour vous amuser, et vous l'attrapez avec de grands rires sur vos solides jambes terreuses du jeu. La route marche comme un astre dans la forêt, sur des lois faciles, et j'entends venir à travers la lumière. André de Richaud détestait son visage et sa personne, à lui, n'est-ce pas? Il disait qu'il était laid, qu'il était dégingandé, grand, alors que c'était un très beau garçon, mais vraiment un très beau garçon sur lequel on pouvait se retourner. Mais il n'en avait aucune, il ne s'en rendait pas compte, et c'était très vrai, il se détestait. Il vous parlait de sa mère, il vous parlait Non, de jamais. sa jeunesse profonde? Pas Non, un seul jamais. mot, pas un seul Il mot. avait déjà l'autobiographie Ah mouvante, oui. sans doute. Oui, hein. oui, oui. Je crois que Je l'ai su, appris après, enfin, les recoupements, les livres qu'il a publiés, où cette blessure est toujours présente, mais jamais André ne m'a parlé de sa mère.
Il y avait une grande pudeur, il ne voulait pas qu'on connaisse ses origines même, parce qu'il était plus ou moins le filleul d'un de ses oncles ou parents, je ne sais lequel, et avec lequel il s'entendait très mal d'ailleurs. Il se trouvait mal habillé, il était assez coquet, il aurait voulu avoir enfin une autre apparence. Il aimait déjà un peu la mondanité, les réceptions. Il se sentait différent, il se sentait autre, parce que disons qu'à Carpentras, il n'y avait pas de garçons attirés par la littérature, il n'y avait pas vraiment ces rencontres littéraires que l'on peut supposer, alors que lui aurait aimé justement déjà être suffisamment bien vêtu pour pouvoir être présenté dans d'autres milieux. Alors on lui faisait porter une blouse de collégien. C'était une chose abominable pour lui. Il se sentait déguisé, il en souffrait beaucoup. Vous vous souvenez, Pierre, disons, la première fois où vous vous êtes parlé, André de Richaud et vous avez souvenir de cet instant? Il y a des rencontres qui sont, pour ainsi dire, si naturelles, et une main tendue, une sorte de connivence se crée, et puis André sans doute a dû me dire, tu sais, en ce moment, par exemple, c'est lui qui m'a fait connaître Supervielle, n'est-ce pas? Il m'a dit, il y a un poète formidable, on nous fait apprendre ici des choses qui sont, enfin, pas tellement bonnes à mon avis, mais il y a un poète formidable en ce moment, tiens, voilà des poèmes de Supervielle. Il était très au courant déjà, Oui, c'est plus ce que que j'allais. moi. Voilà, Plus c'est que ça. moi. C'est quand même assez, oui, surprenant Oui, oui. pour, disons, pour un petit provincial entre guillemets, Oui, comme on oui. dit. Il semble avoir très tôt une connaissance déjà assez poussée de la littérature de son temps. C'est un amour déjà, c'est un don, n'est-ce pas? Je crois qu'un artiste, quel qu'il soit, un peintre, un danseur, naît avec en lui quelque chose qui est pas singulier. Cette nuit de Villeneuve-Loubet, elle m'a enfoncé en elle jusqu'à la forge, ô fer rouge de mes sommeils éclatés. C'est là que je vous ai senti fumer dans ma source, pendant que je suis étendu sur les sables aigus de la fièvre. Ma valise est déposée dans ce calme bistrot que fracassent les cars. Quand vous avez fini vos études, vous avez quitté André de Richaud. Vous ne l'avez pas revu avant. Ah oui, moi j'ai temps. quitté Carpentras tout de suite après la philo et je suis venu à Paris. J'ai passé un concours pour entrer dans une administration et lui, de son côté, est parti à Aix-en-Provence, où, vous le savez donc, il a été répétiteur et puis ensuite, il a eu là le début d'un grand succès, car il faut dire que Richaud, pendant un temps, après, avec Village, avec ses pièces de théâtre et l'intérêt que Dulin devait lui manifester, il a été l'enfant prodigue de Paris. Et c'est ce qui l'a vraiment perdu. Car tout à coup, ses rêves se sont réalisés, et vous connaissez Paris, Paris englouti, dégluti, et puis après ça passe vite, les modes. Eh bien, Richaud s'est trouvé au bout de quelques années, après avoir été gâté par Paris, s'est trouvé ignoré par Paris. Non pas rejeté, mais ignoré. Et ignoré, ça aboutit à ce que vous savez. Et il vous envoyait ses livres quand il publiait? Ah, toujours. Oui, j'ai tous les Richaud en original. J'ai la dernière lettre qu'il ait écrite de la Rouvière, enfin, un SOS désespéré. Et c'est lui qui m'a remis des quantités de poèmes qui n'ont pas encore paru. Enfin, des tas de documents qui sont très rares. Tenez, là, il y a par exemple ceci. Parmi mille choses. Tenez, le voilà quand il était jeune. Tiens, je savais pas que c'était là. Déjà dandy. Déjà dandy. Ça, c'est une marque, hein, je crois, dès la jeunesse. Donc, c'est à la oui, fois un dandy sur le plan du vêtement et un dandy déjà sur le plan de l'âme. Oui, oui. Mais vous voyez, voilà les choses. Il parlait par exemple du suicide, des choses. Par exemple, les suicides, c'était une chose. Je vais vous dire, le suicide, c'est si grave qu'on n'en parle pas. Mais je pense que, et je crois même qu'il me l'a écrit d'ailleurs, il s'est suicidé tout au long de sa vie. Boire a été pour lui la façon d'oublier, de s'oublier et de partir. Vous savez qu'en provençal, on dit, tiens, un tel, il est parti. Ça veut dire qu'il a trop bu. Il est là, mais on dit, tiens, il est parti. Eh bien, lui voulait partir et partir définitivement. Ça a été la boisson, ça a été son mode de suicide. Il l'a voulu. Les écumes juteuses
les chuchotis de velours. Tu ne parleras pas lourd dans la nuit. Parfaitement assise sur mes genoux, en lune déserte. Là, le numéro 1 du droit d'asile. Le droit d'asile, c'est disons l'unique, le grand livre, puisque somme toute la poésie de Richaud. Mais ça naît, à mon avis, le droit d'asile, que un quart de sa poésie, tout le reste, c'est là-dedans ou ailleurs. Celle qu'on connaît. J'ai publié des dictées de droit d'asile et surtout un autre livre, celui-ci qui est un livre très important, La confession publique. qui est la confession publique. Bien sûr. La confession publique qui est maintenant très rare, et il faut absolument le rééditer parce que c'est un document sur la vie intérieure et la vie réelle d'André, comment petit à petit cet homme, sans le poids du malheur s'appesantir sur lui, comment petit à petit la vie l'écrase, et comment, disons, il appelle au secours, et on retrouve en lui un pauvre enfant, car c'était resté un enfant. Je n'ai pas encore trouvé, et je ne trouverai pas jusqu'à l'heure de ma mort, une manière de m'exprimer qui puisse faire connaître mon âme. Donc, vos jugements seront toujours pour moi superficiels. Donc, je me moque de vos critiques maladroites. C'est sanglant et comique, mais il faut être moi pour connaître la saveur intime de ma grandeur. Cette infériorité physiologique, je l'ai comprise dès l'adolescence. J'ai deviné aussi qu'elle n'était pas insurmontable. C'est une idée d'un enfant pour qui le monde est un ouragan de gifles, une averse d'humiliation. Je me disais, il est évident que lorsque je rencontrerai quelqu'un de qui j'aurai quelque plaisir d'être connu, je devrais l'amener par des moyens plus ou moins loyaux à s'éprendre de moi. Un être qui part dans la vie ainsi, du mauvais pied, n'a guère de chance de s'en tirer. Je pensais, et je pense encore, l'expérience étant pour les niais, qu'il n'y avait qu'un moyen pour entrer dans mon univers, pour faire partie de mon jeu d'apparence. Se laisser entraîner les yeux fermés et les mains ouvertes par l'amour qu'on a pour moi. Je ne demandais qu'un sentiment à ceux qui voulaient, et je pensais que le jeu en valait la chandelle, me connaître. C'était l'amour. J'ai fondu ainsi dans ma quête d'amour, sur les cœurs comme sur les proies, et c'est moi qui étais faible et désarmé. Je l'ai connu parce que dans le théâtre que je dirigeais à ce moment-là avec Jean-Marie Serrault, on avait joué une pièce de lui qui s'appelait Les Reliques. Éléonore Hirth. Et puis je l'ai connu sur le plan personnel, comme ami de la famille. Il était presque le parrain de ma fille. Et il venait souvent à la maison et c'était un personnage qui dégageait une émotion extraordinaire pour moi. C'est un être qui à tout moment pouvait arriver dans ma maison. Il savait que la porte était ouverte. Quelquefois il avait besoin d'aide, quelquefois il en apportait. Il adorait la petite fille. Un jour il est revenu d'une réunion mondaine où il avait dérobé une petite cuillère avec un trèfle bleu dont je me souviens qu'il avait apporté à la petite. C'était l'être le plus tendre, le plus chaleureux qu'on puisse imaginer. Mais revenons à cette nuit ensablée, à cette cheville cassée qui luit sourdement au bout de ma jambe droite. Au bout du monde, cette lanterne qui s'allume toutes les fois que je veux m'évader et me cloue aux herbes. J'ai d'abord lu ces pièces, ces fameuses reliques qui m'avaient beaucoup frappée, et un manuscrit qui s'appelait Le Château des Papes, et que j'avais envoyé à ce moment-là à un metteur en scène qui malheureusement a perdu le texte, parce que je pensais qu'on devait le jouer dans son pays, c'est-à-dire en Provence. Ce phare que j'aime tant le jour et qui profite de mes blessures pour venir creuser la neige salée autour de moi. Je crois que André, en tant que poète, enjambe absolument toutes les époques.
Je me souviens aussi d'une lecture spectacle qu'on avait fait à l'Alliance française, d'une pièce qui s'appelait Alaska, qui était hautement poétique et en même temps socialement très concernée. C'est donc un de ces êtres qui, par son expression, touche à tous les points importants de l'humanité et à tout moment. Moi, toute ma vie, je suis resté blanc et muet comme un phare de jour, attendant l'heure où je serai bien debout dans mon éternité pour caresser furtivement les visages endormis dans les fenêtres. Les reliques que nous avions jouées au Babylone ont fait beaucoup de bruit parce que c'était quelque chose, une écriture extrêmement agressive et en même temps d'une transposition très élevée. Et ça a beaucoup frappé les gens, déjà par le sujet qui était une sorte de, pas de caricature, mais de dessin très coloré d'un personnage de l'Église. Et le langage d'André allait tellement loin qu'il pouvait se permettre beaucoup de choses. De ces nuits implacablement bouclées qu'on laisse derrière soi et dont on est chassé à l'aube par l'âcre vin blanc des hommes. C'était un être qui souffrait de la condition de l'homme, de son entourage, et qui périodiquement probablement essayait d'échapper à cette blessure, qui se réfugiait dans des choses qui lui faisaient du mal. Alors on le suivait. Une fois, je me souviens l'avoir suivi à la Salpêtrière, dans un hôtel assez miteux, extraordinaire, où il était reçu d'une façon exemplaire par, je crois, ce qui était la gouvernante de Proust, la fameuse Célestine. Et je le trouvais dans une petite chambre sous les toits. Mais quel que soit son état délabrement apparent, c'était un homme qui avait une tenue intérieure inégalable. Bref, l'aube naît au flanc de ce jardin public. Elle s'élève de 4 glaçons qui nagent dans un verre de fine. Depuis le soir, jamais le même. Et c'est comme ça que commence l'enchantement. Toujours. Pierre, vous disiez que pendant vos études, de Richaud était l'écrivain public, il écrivait des lettres d'amour pour les camarades. Et je crois que de Richaud a beaucoup écrit dans sa vie. Peut-être écrivait-il pour se plaindre, comme le grand enfant qu'il était. Et je sais que vous avez d'admirables lettres de lui. Et si vous le voulez bien, j'aimerais que vous nous lisiez cette dernière lettre. Très volontiers. Malheureusement, ça n'est pas, disons, une lettre admirable. C'est la lettre d'un homme qui se trouve à la Rouvière, c'est-à-dire dans une institution où il y a là des vieillards, des gens qui sont un peu comme dans un mouroir. Et il a fallu, il n'avait plus rien d'autre, qu'il termine sa vie là-bas, à la Rouvière, ce qui était grave pour lui, parce que c'était de l'autre côté du Rhône. Et vous savez que les Provençaux se divisent en deux, ceux qui sont de la rive gauche et ceux qui sont de la rive droite, un peu comme à Paris. Et on l'avait mis là-bas, on ne pouvait pas le mettre ailleurs. Et la dernière lettre, la voici. Cher Pierre, tout cela est peu, je souffre terriblement de ma jambe. Excuse-moi, je passe des nuits impossibles. Bientôt, sans doute, d'autres soins. Heureusement, il y a, paraît-il, la thalassothérapie, ce qui m'enchante. Je t'embrasse comme toujours, c'est-à-dire comme je ne t'ai jamais embrassé.
Oui, c'est peut-être pas, comme vous dites, une lettre admirable au sens de développement, mais c'est un cri, c'est le cri de l'homme qui a écrit « Je ne suis pas mort ». Je ne suis pas mort, et voyez-vous, même dans cette lettre, dont j'avais oublié les termes, l'humour de Richaud est là. Tout à coup, on lui parle de la thalassothérapie, il va mourir quelques jours après, et ce mot éveille en lui un enchantement, alors qu'il est malheureux comme les pierres. Et quand il dit « Je t'embrasse comme je ne t'ai jamais embrassé », ça montre bien qu'il était très conscient. Il y a la gravité et l'humour. Les amis qui ont été nombreux autour de Richaud, et disons que Michel Piccoli a été merveilleux avec lui, chacun a fait ce qu'il a pu, mais Richaud était parfois aussi un garçon qui avait un comportement, des rages qui épouvantaient ses amis. Ô nuit, nuit de Délos, aux cicatrices blanches, marbre saignant sa blancheur, vagissement dans le vent bleu du Dieu qui naît. Rien chez lui n'était, comme on l'a parfois dit, superficiel, plaqué. Cet homme promenait vêtements réellement un désespéré total. Bon, il ne s'est pas pendu comme Nerval, il ne s'est pas foutu à la Seine, mais il aurait pu le faire. Et il était là, ne sachant où aller, il a fini à la Rouvière. Délos, arbre de pierre sans feuillage ni branche, perdu dans la mer. Île déserte, que fait trembler la rumeur des siècles. œuf silencieux, posé sur l'éternité. Il y avait une opposition qui était aussi une attitude, comment dirais-je, figée presque en lui, de s'opposer à certaines choses. Bon, alors de là, d'autres amis ont réussi à trouver une place à Valoris, à l'hospice de Valoris. Il a été donc à l'hospice de vieillard de Valoris. Or, c'était un homme qui n'était pas un vieillard. Et là, il a été chouchouté, il a été, par le directeur, vraiment entouré. On lui a permis de sortir. Enfin, chaque fois qu'il sortait, on le retrouvait malheureusement dans des conditions, disons, d'alcoolique, n'est-ce pas? Alors, il a été malheureux. Et à un certain moment, au bout d'un an, le directeur de Valoris a dit « Non, reprenez-le, je ne peux plus ». Le cœur brûle et le vent charrie. La divine maladie qui casse les membres des statues et aveugle ceux qui veulent en savoir trop long. Je ne peux plus, on ne peut plus le laisser libre. Il n'était pas fou, attention, mais il était absent. Moi, à Paris, je m'ennuie. Je vis à la campagne entre mon cheval et mon piano. Quand le cheval ne fait pas de fausses notes et que le piano ne rouille pas, je suis content. Je crois que la Provence est la source de toute poésie, Dante et Pétrarque l'ont dit avant. Cependant, je n'oublie pas que tout s'enchaîne, le nord et le sud se tendent la main. Et je n'oublie pas qu'en 1927, quand on a ouvert la tombe de Pétrarque, on a trouvé une grosse touffe de cheveux roux. Ce soleil noir, André de Richaud, par André Laude. Aujourd'hui, Richaud du Comtat, avec Éléonore Hirt, Pierre Segers, et la voix d'André de Richaud. Texte dit par Roger Blin, Yvan Dautin. Groupe de réalisation, Nicole Dalmar, Marie-Paul Ferjac, Jacques Taroni. Pour moi, la poésie est quand même un des rares droits que nous laissent, si l'on peut dire, les autres de ne pas s'occuper d'eux.
On a quand même, quand la vie vous étouffe, la possibilité d'ouvrir un poème, de casser une vitre et de respirer. Pour moi, la poésie, c'est avant tout le chant profond de Garcia Lorca, plus que les petites dentelles de surface. Il vaut mieux être l'eau elle-même que celui, adroit, qui fait des ronds, aussi étonnants qu'ils soient, sur l'eau. Enfant, je croyais à la vertu des mots. Par exemple, le Verbe s'est fait chair. Cette phrase m'avait frappé dès le catéchisme, mais frappé presque au sens physique, comme on peut frapper une sensibilité encore molle du lait de la mère. Le curé, pour un oui ou pour un non, nous la servait. Quand je lui en demandais l'explication, il me disait d'un air apitoyé que je n'étais pas assez mûr. Alors, je me tâtais le haut de la tête, comme on le fait aux melons pour voir s'ils sont mangeables, et je trouvais que c'était dur encore. Le curé, lui, avait un rond sur le sommet de la tête, tellement mou qu'il n'y avait jamais de cheveux. Il était mûr, certainement. Le Verbe s'est fait chair. Je pensais le verbe être ou aimer ou boire, qui coûtait sur le marché autrefois 15 sous, en vaut aujourd'hui 20. Ma mère disait « Le poireau se fait chair, la morue se fait chair ». Vous pensez que ce sont des fariboles, mais c'est sur des énigmes de cet acabit que se greffent des intelligences d'enfants et que s'épanouissent des stupidités d'animal adulte. C'était un homme qui était habité par la parole, donc habité par la solitude, car la parole est le contrepoint, si vous voulez, la nécessité de rompre cette solitude intérieure qui était celle des siens. Jamais chez lui, il n'a pu avancer jusqu'à dire qu'il écrivait, qu'il voulait écrire. Jamais. Il a connu de très bonne heure, étant porteur de cette possibilité d'écrire de paroles, il a connu le mur de l'opposition de sa famille envers ce don. C'est ce mur contre lequel se fracassent les poètes maudits. C'est là la première non-acceptation des siens. On ne demande pas de l'admiration, on ne demande pas des compliments, mais laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire. Frédéric Jacques Temple, on a appliqué à André de Richaud l'expression que Sartre avait donnée à Jean Genet, comédien et martyr. Est-ce que cette expression est valable, selon vous, pour André de Richaud, comédien et martyr? Oui, on peut dire effectivement qu'André de Richaud a été comédien et martyr, et on pourrait dire aussi qu'il n'a été ni l'un ni l'autre. C'est une formule à l'emporte-pièce qui peut se vérifier ou se contre-vérifier. Sartre l'a employé à propos de Genet, on aurait pu l'employer à propos de Rimbaud, à propos de Verlaine, à propos de tous les écrivains dont on dit qu'ils sont maudits, entre guillemets, ou que l'on peut appeler marginaux. Effectivement, André de Richaud était comédien dans ce sens que, et ça lui a joué un mauvais tour, en ce sens que le personnage Richaud, l'homme Richaud, a éclipsé l'œuvre. Et il s'en est mordu les doigts. Et évidemment, il a été obligé à la fin de sa vie de dire non, je ne suis pas mort. Hein. Et précisément parce qu'il s'était forgé un personnage, non peut-être pas volontairement, parce que les choses ne viennent de très loin. Il était orphelin à 14 ans, enfin son père est mort, puis sa mère, il avait 14 ans. Il a dû se faire lui-même, il a dû à la fois affirmer sa personnalité et renoncer à certains côtés de sa personnalité. Je veux dire par là que l'écrivain, peut-être pendant trop longtemps, a été pour lui le personnage secondaire de son double. Et pourtant, il avait conscience de son talent. Il avait conscience d'un talent qui peut-être, dans ce siècle, est quelque chose de très rare et qui n'a pas justement exploité ou qui n'a pas permis à ses amis d'exploiter parce qu'il leur donnait précisément un visage. Il apportait un masque en quelque sorte. Richaud et la bouteille de vin rouge, Richaud et les amitiés. Mais Richaud et l'œuvre, on a mis longtemps à en parler, effectivement. Il s'imaginait beaucoup de choses. Il s'imaginait être sa propre œuvre en quelque sorte. Et donc il était laid, il était bête, il était timide.
il avait peur, hein, il avait peur la nuit, c'était un personnage nocturne. Et par conséquent, il a vécu très longtemps avec cette idée qu'il ne pouvait rien par lui-même et qu'il fallait que ce soit les amis qui viennent à son aide. Et les amis venaient à son aide et ils ont essayé de faire en sorte qu'il vienne lui aussi à sa propre aide, mais ils n'y sont jamais arrivés. Un long cri de train traverse le ciel. Quand on l'entend si bien, c'est que le vent vient de la mer, c'est la pluie. Les trains m'ont toujours fasciné et dans mes heures noires, je songe à me jeter sous un train. Il n'est pas dit que je ne le ferai pas une nuit. Mais il me faut un grand train noir avec beaucoup de fumée et des lanternes rouges qui annoncent un abominable vacarme. On est là dans le noir, appuyé des coudes au passage à niveau, le cœur battant dans la nuit humide. La machine hurlante arrive en trombe, et puis c'est la rapide cavalcade des wagons qui font traîner des torchons de lumière jaune sur les haies. Et puis le monstre est passé, suivi de 2 étoiles rouges, des petites. La mort vous a oublié pour cette fois, et on rentre chez soi avec un grand trou d'air dans la poitrine, un trou qui y était déjà, mais que le vent du train a creusé et encore un peu plus profond. Comme on devient sentimental à vivre cette vie, sentimental à la fois et cruel. Je ne me sens aucune pitié pour ceux qui vivent avec moi, et parfois le souvenir d'un chien que j'ai aimé, d'une heure passée qui fut insignifiante, me font monter les larmes aux yeux. La vie ici est toute sous le signe, je fais exprès d'employer cette formule et je vous dirai un jour pourquoi, du nevermore. Bien sûr qu'on ne se baigne jamais dans un même fleuve et qu'il faut aimer, pourquoi pas haïr, ce que jamais on ne verra 2 fois. Mais cette solitude de laquelle on sait qu'on ne sortira jamais que par la mort vous fait vous retrancher dans les plus profondes caves de vous-même. Je n'attends pas la mort comme une délivrance. Me délivrer de quoi ? Un jour, à Rodez, je reçois une lettre. Une lettre qui venait de chez Léger, bien entendu, puisqu'il habitait à ce moment-là chez Léger, avec Jeanne Léger, que je connaissais fort bien. Et Jeanne Léger avait dû lui dire qu'il faut écrire à Ferdière, il faut. Alors cette tête de Richaud me disait, je t'en supplie, il faut que tu me prennes à Rodez, je vais prendre le train, Jeanne me met dans le train, et je t'en supplie, dès que tu me verras, tu mettras 2 infirmiers, un de chaque côté de moi, et tu m'interneras, car je suis foutu si je ne cesse pas de boire. Alors je dis, ben viens, nous verrons après. Il est venu, je suis attendu à la gare, bien entendu, on a bouffé ensemble, et il m'a dit, alors tu me gardes. Je lui ai dit, oh, non, parce que tout de même, j'ai déjà Artaud sur le dos, si on dit que j'interne tous les poètes, j'aurai une réputation que je n'arriverai jamais à remonter, c'est pas possible. Non, je peux pas, je me suis dégonflé. J'ai peut-être eu tort, d'ailleurs. Il n'était peut-être pas ivre. Mais non, il n'était pas ivre, mais on n'est jamais ivre dans l'alcoolisme chronique, cher Robert Morel. Mais après ce refus, alors Gaston... Alors, je l'ai mis à Espalion. J'ai envoyé Espalion, je lui ai dit, écoute, j'ai là Artaud que je vais faire sortir. Il faut que tu le mettes à Espalion, et à Espalion, tu vas me le surveiller. Alors, je les ai mis à Espalion, dans un hôtel, l'hôtel Berthier, pour l'appeler par son nom, qui j'étais très lié à cet hôtel de tourisme, au bord même de la rivière. C'est un hôtel absolument charmant et délicieux à côté du vieux pont d'Espalion. Et j'ai dit, ben moi, écoutez, je vais vous donner 2 personnes qui sont un peu excentriques, un peu marginaux, on dit actuellement. Mais je vous en prie, ayez des égards pour eux. Ce sont 2 très grands bons hommes. C'est Artaud et André de Richaud. Il m'a dit, oh, je veux bien pour vous, qu'est-ce que je ferais pas, bon, etc. Et j'ai pris ma voiture, je les ai emmenés là-bas. Et chacun avait pour mission de surveiller l'autre. Par la suite, eh bien, mon Dieu, l'argent que lui avait donné Jeanne n'avait pas suffi. De Langlade a repris contact avec lui jusqu'au moment où il est arrivé au point où on a dû chercher pour lui un asile, mais asile dans le bon sens du mot, un toit et la nourriture, parce qu'il n'avait aucun sou d'avance, et où on a pu arriver à le trouver, grâce à des relations, une place à Valoris. Parce que j'ai le fleuve de vin dans la tête, parce que j'ai des mains et des étoiles qui parlent à mi-voix,
pour ne pas démolir les oiseaux des fenêtres, parce que ma main arrache le cou du monde, vous entendrez longtemps le pas de l'alcool à mes tempes et mes genoux qui ressemblent à des nuages. Réveillez-vous, réveillez-vous, mutilé de mes yeux. Sur mon cri s'étranglent les pierres. Réveillez-vous, contrée qui mange mon sommeil, où les traces de vent abondent comme sur la face de l'assassin qui a une prédilection marquée pour... Pourquoi? Je vois venir le sang des soldats roux et l'ombre de la moitié de ma figure qui sent le pourri sur cette vague qui s'entraîne au sourd en voleur, le voleur et les assassins. Et mes gestes soufflent sur moi pour l'automne des artères, des places et des rues. Le soleil déchaîné me saisit. J'entends venir, me saisit à la peau, et j'ai envie de délivrer les fantômes qui s'installent, armes et bagages sur mes poumons. Et mon poing coupé saute d'un jour à l'autre pour m'empêcher de crever dans le ventre de la nuit. Entends marcher sur l'autre rive les fontaines qui sautent les unes sur les autres, et les filles qui pourrissent avec des mains de matelots exotiques, le plein ventre et qui suent perfidement sur les poèmes qui vous égorgent au passage les veines de la forêt et le tambour de la lune. Crevez, crevez, crevez. Moi, je n'ai pas cette image d'un homme qui buvait, j'ai l'image d'un homme qui parlait, d'un homme qu'on faisait boire pour qu'il parle, mais le bonheur d'André, c'était de parler, c'était un conteur dans le sang, et il se saoulait de paroles, beaucoup plus que de... De quoi parlait-il, disons, dans ces dernières années? Il raconte toujours des histoires, des souvenirs, il inventait. Dalton ne l'est pas lu, du conte. C'était, il disait, si mes mémoires sont infidèles, ma mémoire est fidèle. Et donc c'était vous veniez puis vous repartiez. C'était des rencontres calmes, vous vous promeniez. Très calmes. Il ne s'est jamais rien passé de dégradant pour lui. Il s'est passé des choses dégradantes quand il eut le prix Nimier et que les journalistes sont venus le voir et l'ont emmené sur la côte et l'ont fait boire et l'ont photographié avec des femmes demi-nues. Il a fallu que j'intervienne et que je menace de saisir les journaux pour que ces articles et ces photos ne paraissent pas. Mais on entretenait autour d'André de Richaud une légende. D'ailleurs, il n'est pas mort. Il n'est pas mort d'une cirrhose du foie. Il n'est pas mort d'une cirrhose du foie. Il est mort d'une opération d'une hernie. Mais que je vous explique ce que je veux dire quand je dis que je suis mort sans lettres. J'ai quitté Paris il y a 3 ans. Les quelques sous que j'avais ont fondu avec l'attention de mes amis. Je dois dire que, sachant ce qui me pendait au nez, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'ils m'oublient. Quelques-uns, 2 ou 3, il faut être franc, pas plus, m'ont donné beaucoup de mal pour se faire semer. Les autres, ou n'ont plus pensé à moi, ou m'ont poussé du talon dans la mort, avec toutes les irisations que ça présente. Les uns m'ont beaucoup regretté, d'autres regretté, d'autres un peu regretté. Pour l'autre bout du spectre, nous avons contents, satisfaits, heureux, comblés de ne plus me voir. Car vous le savez, il y avait des gens que j'empêchais de dormir, c'est pas ma faute. La nuit est à tout le monde. Quand j'ai publié Je ne suis pas mort, qu'on a pu obtenir, grâce à l'influence de Jean de Noël, le prix Roger Nimier pour Je ne suis pas mort, à nouveau la presse s'est emparée d'André Richaud, on a fait attention, on a parlé de son œuvre. Je ne la vendais pas davantage. Les gens, par exemple, lisaient 12 pages dans Match sur Je ne suis pas mort, avaient l'impression de connaître André Richaud, mais on n'achetait pas mon livre. Le bonheur d'André Richaud, c'était d'écrire. Et comme il n'arrivait toujours pas à écrire,
Je lui ai fait la proposition suivante, c'est de lui donner, chaque fois qu'il m'envoyait une page, un mandat. Dès qu'il avait 100 sous, il ne faut pas croire qu'il les mettait en boisson, uniquement en boisson, il les donnait autour de lui. Parfois je me dis que ce serait peut-être la sagesse d'accepter un sort qui ne peut changer. Laisser le temps durcir mon cœur. Au fond, n'ai-je pas commencé? Il y a des semaines que je n'ai écrit ni reçu une lettre. Rares sont ceux qui savent, non pas mon adresse actuelle, mais ma dernière. Je veux imaginer que personne ne sait où je suis, mais j'entends les gens qui, par hasard, peuvent parler de moi, mort, très malade, complètement fini, de toute manière, hors du jeu. Se maintenir délibérément hors du jeu, n'est-ce pas la sagesse? Pourquoi essayer de lutter contre courant, puisque, quoi qu'il se passe dans quelques années, tout cela sera tombé au néant? La machine à courage ne fonctionne que si on lui en donne les moyens. Tous mes moyens sont coupés. Aimer dans le vide, travailler dans le vide, vivre dans le vide. Et pourtant, la moindre ouverture sur le monde des autres, le moindre signe fortuitement entrevu me fait espérer que je ne suis pas tout à fait mort. Jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort, il a continué à écrire. C'est pourquoi je pense qu'il est mort heureux, car il aimait écrire. Après sa mort, j'ai retrouvé dans ses dernières pages, celles qu'il ne m'avait pas envoyées, une proposition de plusieurs titres, d'où j'ai retenu « Il n'y a rien compris ». En fait, il avait dit « Il n'y a rien compris à ce qu'on lui disait ». Il y a un autre texte qui est assez joli. « Des croque-morts, pourquoi faire ? J'irai à pied ». Un autre texte, Variation sur l'agonie, c'est déjà fini avant de commencer. Le néant commence avant la mort. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire un plat des saints martyrs. Jeanne d'Arc était déjà partie, Savonarole aussi. J'ai été prévenu de son opération par Delteil. Ils ne s'étaient pas rencontrés depuis le moment où André de Richaud, en savate, était venu voir Delteil, qu'il admirait, pour écrire Saint-Delteil. Ils ne s'étaient pas revus. André de Richaud ne pouvait qu'être séduit par Delteil, qui était à ce moment-là l'un des maîtres du verbe français. Un personnage baroque, un oiseau de Tantale, comme l'appelait Miller, au langage singulier. Et évidemment, l'amoureux du verbe, qu'était André de Richaud, ne pouvait que succomber devant ce feu d'artifice, devant ce langage à la fois substantiel, éclaté, surréalisant, et à la fois très enraciné dans son terroir de sudiste qu'était Delteil. Et au fond, finalement, Saint-Delteil, ça n'a pas porté chance à Delteil, parce que là aussi, André de Richaud a revêtu Delteil de la toge du comédien. Et je crois qu'on peut faire le parallèle entre les deux, où chez Delteil aussi, le personnage a éclipsé un petit peu l'œuvre. Ce qui les unit aussi, c'est le fait d'être tous les deux des gens du Sud. Et alors la caractéristique des gens du Sud, c'est précisément de ne pas vouloir faire carrière. Hein ? Delteil n'a pas voulu faire carrière, il est parti. André de Richaud n'a pas voulu faire carrière. Ils ont été punis, on a oublié leur œuvre. Et ils se sont retranchés dans le silence, ils sont devenus des espèces de gourous. Et finalement, ils se sont étonnés qu'on ait oublié ce qu'ils avaient écrit. Mais c'est la rançon du silence. Il faut savoir choisir dans la vie, ou faire une œuvre, faire carrière à Paris. Je le déplore personnellement, ou rester dans ses vignes. Il me disait, tu vois, on ne me demande plus rien. Et évidemment, il y a des gens qui font courir ce bruit que si on demande quelque chose à Richaud, Richaud accepte et ne fait pas le travail. Or, moi, dans le travail, me disait-il, je suis sérieux. Si on me demandait quelque chose, je le ferais, je te l'assure.
et il souffrait qu'on ne lui fasse plus confiance. Voyez-vous? C'est quelle œuvre de lui, disons, qui a attiré sur lui l'attention vraiment? C'est le théâtre, c'est Villars. C'est le théâtre. C'est Villars, lui, je pense, oui. Mais après, alors quand il a fait... La première œuvre qui a attiré l'attention, c'est La vie de Saint-Delteil. Là, tout de suite, les projecteurs se sont braqués, grâce à Delteil d'ailleurs, sur cet écrivain. On a cru que c'était de Delteil, vous le savez. Et tout à coup, ça a créé ce petit événement, ce scoop parisien, n'est-ce pas? Il faut toujours un piment particulier pour la littérature à Paris, comme pour tous les arts. Alors là, il y a eu cela. Tout à coup, Paris était ravi de découvrir une chose ambiguë, on ne savait pas. Non. Et il était content de cette gloire, alors? Non, pas de ça, mais il disait, c'est moi qui l'ai écrit, tu sais, je te jure que c'est pas Delteil. Et c'était vrai. Bon, alors après, Delteil, bon, l'a aidé en le faisant rencontrer Jouvet et les autres. La solitude ronge. Dans ce pays, j'avais été jeté comme un os. Oh, tout le monde était gentil avec moi, mais j'aurais aimé être écouté, respecté, et au contraire, tout le monde me plaignait. Le côté un peu blessé que j'ai toujours eu et qui m'avait servi si longtemps à me servir des autres, sans que je fusse très conscient de ce que ce pouvait être de mal, dès que je fus arrivé dans ce pays, fit de moi un pauvre être, une âme pitoyable. J'étais trop gentil pour être plaint, trop touchant pour être méprisé. Et sans m'en rendre compte, je m'éloignais de moi-même, de mon passé, de ma vie. Ceux qui m'avaient avec tant de bonté et d'adresse lancé loin d'eux pouvaient respirer tranquille. Je ne reviendrai plus. Après la mort d'André de Richaud, j'ai reçu une lettre d'un de ses cousins, qui est introduit dans les lettres, et qui m'a demandé l'héritage. Le comte d'André était débiteur, puisque je lui payais de l'argent quand il m'en demandait aussi en plus des pages du livre. Il n'y a rien compris. Donc ce cousin me demande l'héritage. Moi, je réponds à ce cousin, vous l'avez laissé mourir seul, vous l'avez laissé enterrer seul, vous m'avez laissé le cadavre sur les bras, vous n'êtes jamais occupé de lui, vous me demandez l'héritage. Il me répond, mais je croyais qu'il était mort depuis longtemps. Or, dans les quelques lettres qu'on m'a remis après la mort d'André de Richaud, il y avait un échange de lettres entre André et ce personnage qui datait de quelques semaines, où André de Richaud lui demandait de l'argent sous forme d'une bourse que l'autre pouvait lui procurer. C'est une œuvre gigantesque, n'est-ce pas? Là, nous sommes obligés de la disséquer parce que nous sommes dans une émission et que nous ne pouvons pas tout dire dans le même moment. Mais enfin, il faudrait étudier l'homme dans sa vie privée, il faudrait étudier ses rapports d'amitié extrêmement fraternels avec de Langlade. Et quand il m'a écrit, il n'écrivait pas, contrairement à ce qui vient d'être dit, à l'homme d'une institution, il écrivait à l'ami. Robert Morel, alors poète maudit. Il n'était pas quand même oublié qu'on me veuille le dire. Tenez, voici un passage d'une de ses dernières lettres. On m'a commandé aussi, un ami au ministère, une préface pour un livre de statistiques, courbes, etc. sur le compta. Il faut que je lève le torchon en rigolant avant l'entrée des clowns sérieux. Moins bien payé que toi et au calende. En ce qui concerne cette alternance de comédien et martyr, ce que je dirais, c'est que André de Richaud, d'une part, a passé sa vie à se raconter, et il ne s'est jamais lassé, au fond, de témoigner pour ou contre lui-même à une sorte d'éternel procès. Et cette sorte d'exhibition de l'âme qu'il y avait toujours chez lui demeure pourtant un mystère, hein. Et finalement, ce solitaire que tant de gens ont connu, ont rencontré, reste un inconnu. Et on pourrait résumer, si on voulait trouver un titre général à son œuvre, on pourrait le trouver dans l'une de ses œuvres, qui est La Confession publique. Et je voudrais citer ces vers
superbe d'André de Richaud, « Je me cache, insensé, ne voyez-vous pas que c'est pour être cherché ?» Au fond, Richaud appelle. Il implore plus qu'il ne se révolte. Un petit peu comme l'enfant, par la parole, il se livre à une sorte d'exorcisme. Il se noircit à plaisir, il se cache un peu derrière son ancre, comme la pieuvre quand elle a peur, et il y a chez lui un véritable effroi devant ce qu'il appelait la masse des hommes. Et c'est un petit peu le prévenu d'un tribunal imaginaire à la Verlaine, un petit peu à la manière de l'Élian. Ce qui est sûr, ce qui me paraît fondamental, c'est qu'il vit avec le sentiment d'une malédiction et qu'il confie à la parole, au verbe, le soin de lui fixer un destin. C'est pourquoi il outrepasse ses sentiments, et il reconstruit les faits, il mélange l'authenticité et l'imaginaire, et c'est aussi pourquoi il s'est beaucoup plus soucié d'être aimé que compris, et ce qui explique entre autres qu'à côté de moments de célébrité intermittente, son œuvre est restée dans son ensemble frappée d'anonymat. Alors le mot de Sartre, comédien et martyr, lui convient parfaitement, puisque finalement il y a cette alternance sans cesse de vivre sa vie et d'imaginer sa vie. Et je dirais même qu'il a imaginé son pays, un pays que je connais très bien, et qui est à la fois tout à fait réel, tout à fait sensuel dans son œuvre, et en même temps totalement imaginaire. Et à force de vivre dans un désert d'hommes, Richaud s'est efforcé de devenir lui-même un désert, et surtout à la fin, de nier son œuvre pour se consoler d'avoir été si mal entendu. Alors j'ai envie de dire qu'il flottait dans sa vie comme dans des vêtements d'emprunt, trop grands pour lui. Et encore une fois, je le cite, « Je traîne derrière moi un tas d'aventures imaginaires auxquelles je crois. » Égaré dans tous les sentiers de moi-même, soleil éteint qui pend à ma main. Cherche, et toi, chien, cherche, mais nul n'est passé. Un cheval fou, si, dans ma jeunesse, un soir, un fantôme qu'un autre a fait chair, et une chair que mon trop d'amour a fait spectre. Égaré au-delà de la dernière vague de la mer, égaré derrière la dernière lueur du soir, perdu dans le cri du dernier oiseau de la nuit, seul, je voudrais qu'on me cherche, mais personne ne veut entendre ce cœur qui sonne. Je me cache, mais insensé, ne voyez-vous pas que ce n'est que pour être cherché? Maison brûlée si évidente, parmi les arbres de la montagne, et qui la nuit, crie de peur hantée d'elle-même. Diamant au fond de la boue, et qui s'écartèle de lueur pour que le chercheur guide ses pas vers ce râle du désir d'être délivré. Oh le bonheur de se sentir déterré et lavé. Oh le bonheur diamant de mourir dans une main sale, enfin regardée. C'est un grand angoissé et qui s'accroche à quelqu'un qui a besoin d'une présence à côté de lui. Dans toutes ses lettres privées, il est question d'angoisse. Dans ses cahiers de notes, je relève quelques mots là. Il y a une phrase qui revient tout le temps. Qu'en est-on? Une autre. Je ne sais pas pourquoi. Depuis que je suis couché, une sorte d'angoisse. La mort ne m'effraie pas. Pourtant, j'ai peur de mourir, car je me dis, si je mourais ce soir,
Peut-être demain se lèverait le soleil que j'attends depuis le jour où je suis né. Collines entraînées par ma voix. Arbres récalcitrants aux limites du monde. Terre de terre rouge et les montagnes gonflées d'une vaste peur éperdue. La neige enchantée s'en va et retourne vers les étoiles de la fièvre, plus pathétique qu'un porc démoli des matures. Et les sanglants rochers crevés d'os de porphyre retourneront légers à travers ton sourire. Les cloches dans ton sommeil entraînent des femmes blondes, et le feu des poissons soleil sort à mi-chemin de ta bouche. L'amour au fond de ton sang s'étale en plainte nacrée, et dans tes cheveux ruisselants, des escadres se sont endormis. Écoute ce soir les cataclysmes des montagnes, entraînés par les tourbillons de tes genoux, de tes cuisses de sel qui fondent les nuages, plus fumant que mon désir en toi, plus glacé que le rivage de ton pays de nerfs. Les lacs de ton corps, où des fleuves à la dérive clament les peupliers dansant de la rive. Des plats de porcelaine où s'entrevoir, parmi les neiges et les gouffres de velours, où les clairs rouillés chantent en déroute, le Portugal et ses routes de feu, et les jardins et son horreur du feu. Et moi, tout nu avec les îles bienvenues, ouvertes de passion. Les rails qui fuient dans ma poitrine avec la faim de tous les objets que tu touches de tes gestes miroitants. Et tes épaules labourées, et tes seins couverts de désir, où les voies de mon destin s'entrechoquent, où les lignes de ma main se bousculent pour se rejoindre dans l'amour, puis se rejoignent dans l'amour. L'amour, près de l'amour, c'est l'ombre au pied de l'ombre. Ah, grand pays de mes tempes, dans l'ombre engloutit la mer, si la blessure était ouverte, tu verrais s'éteindre l'hiver. Je me souviens de Richaud, malheureusement, à la fin de sa vie. C'était dans un sanatorium à côté du Vigan, dans les Cévennes. Et je l'ai trouvé là, le même bébé poupin, rose, innocent, l'œil candide. Le même que j'ai retrouvé un jour où je suis allé le voir avec Joseph Delteil, alors qu'il était mort, sur un brancard à l'hôpital de Montpellier, et j'ai retrouvé là, allongé, toujours rose et poupin, avec l'œil ahuri d'avoir vécu, ahuri d'être mort. André de Richaud, la dernière fois que je l'ai vu, derrière un rideau à la morgue de l'hôpital. Je vois ce que vous voulez me demander, ce qui vous intrigue. Mais alors, me direz-vous, vous avez une morgue? Mais bien sûr, cher ami, nous avons une morgue. Oh, pas d'une importance considérable vu le manque de pratique, mais enfin, c'est ce qu'il faut.
discrètement dissimulée derrière les cyprès. On la voit quand même un peu et elle ressemble assez à certains lieux d'aisance qu'on dissimule dans certaines villes. Il n'est pas rare qu'un visiteur venu passer quelque après-midi sous nos ombrages pour tenir compagnie à quelques vieux parents, trompé par le toit de ciment, s'en aille derrière les arbres protecteurs et, trouvant porte de bois, urine le long du mur et revienne quand même la main à la braguette, confus et souriant. Dans combien de temps entrerai-je horizontalement dans cette fosse pissetière? Combien de temps y resterai-je, guettant les bruits de la nuit? À qui aura-t-on téléphoné? Et qui viendra me délivrer? Vous voyez, j'ai beau essayer de ne pas y penser à la chose, mais ça m'a jeté un froid de parler de la morgue. Allons, ne tourne plus, tremble, terre cruelle, charrette grinçante sur tes roues sanglantes. Pourtant, on ne t'avait pas lancé dans l'espace pour ça. Tu cherches aveugle une route aveugle dans un ciel que tu as toi-même éteint. Rien n'est plus. Pourtant, derrière le mur se font de grandes choses. Et les grands chevaux blancs qui parcouraient minuit, d'un bout du songe à l'autre, bout du songe, suspendus au zodiaque par leurs crinières étincelantes, sont partis à jamais. Ils pourrissent, enchevêtrés au fond des écuries. Oh, les écuries de mon enfance, où les chevaux frappaient du pied et le bruit montait et descendait dans la maison de la cave au grenier. Et nous, dans les lits à grands rideaux rouges, nous nous croyions sur quelques bateaux que les vagues défonçaient. Ou les pieds pris dans les ornières de ce pays qui n'est plus mon pays. Le seau a remonté une tête du puits, une tête couronnée de chèvrefeuilles. Elle voudrait dire la vérité, mais sa langue est si loin qu'il faudrait un homme de grand cœur pour l'aller chercher. Un homme comme Richaud n'est pas un homme de construction rationnelle et de poursuite d'un travail d'écrivain qui gagne à une analyse qui est presque une analyse logique. Pierre Segers. Il n'y a pas de logique dans cette création poétique. Il n'y a pas de raison. Tout est déraison. Et si vous abordez la déraison avec les filtres de la raison, vous transformez complètement l'image, l'homme et l'œuvre. Quand on aborde une œuvre qui est une œuvre concertée, une œuvre où les perspectives ont été tracées, je comprends qu'on emploie ce même procédé pour retrouver le poète qui a écrit, car l'homme compte. Mais pour Richaud, non, non. Richaud, il faut boire avec lui, marcher à son pas, vivre avec lui. Il faut vraiment le prendre comme l'adolescent fou et écorché permanent qu'il a été. Il faut ne pas le mettre dans un nouveau carcan qui est celui de la raison et de l'analyse. C'est autre chose. Ce n'est pas la langue d'Ésope, mais ce langage de l'enfance qui fond comme de la glace et vous fait piétiner à 16 ans dans une flaque de boue. Ficelé dans la cruauté par tes fleuves, par tes routes bordées d'amandiers, par les chemins liquides de la mer. C'est le langage des grands désespérés. C'est vraiment un homme qui est comme une sorte d'épouvantail dans un champ et il n'en reste que des lambeaux.
vous comprenez. C'est grave, c'est grave. On ne doit pas trahir un type comme Richaud dans son œuvre poétique. Il faut l'aborder, connaissant bien les processus de la création et cette sorte d'envoûtement et de jaillissement qui étaient les siens. Eh bien, il faut les aborder dans ce mouvement, et non pas dans la froideur d'une analyse logique. Pourquoi essayais-je de dire que c'est la terre, puisque c'est moi qui suis ligoté par les plus beaux mensonges du monde? Ô terre de 1942, si tu savais la peine que tu me fais. Et pourtant, en cachette malgré toi, les lignes de ma main me disent que se prépare le printemps, la nuit dorée des tours et des temples ruinés, la nuit grecque qui joue à cache-cache toujours avec nos yeux bandés, et les regards perdus et là, sournois et tendres, comme cette statue qui, la nuit, au musée d'Athènes, s'animait pour me sourire dans le grand silence de l'éternité. Ô nuit, nuit de Délos aux cicatrices blanches, ô nuit, je suis en vous, je vous garde, n'ayez plus honte. Tout ce qui se fait en plein jour, ô nuit. On fait tout en ce moment hors l'amour. Si on parle de l'œuvre, strictement, sur le plan strictement poétique, l'œuvre, c'est 35 poèmes. Tristan Cabral. Sur le plan de l'écriture poétique, ce sont les 35 poèmes du droit d'asile. Mais finalement, toute l'œuvre d'André de Richaud est une sorte de vaste poème romanesque. Je voudrais dire une autre chose qui est bouleversante, c'est que le droit d'asile est un titre que Richaud avait pris déjà il y a très très longtemps, puisqu'il avait commencé à écrire des poèmes. Et je crois que dès 1936, il avait trouvé ce titre. Puis ensuite, il l'avait retrouvé en 1955. Et il y a une prescience sombre, puisque c'est quand même de l'asile qu'il partira, que ce soit de Valoris ou Notre-Dame de Rouvière. Ce mot, il y a au centre de sa vie ce mot douloureux. Ce que vous preniez asile dans un sens oui, très précis mais ce mot d'abri. Oui, d'abri, mais aussi il dit quelque part qu'il a été à Valoris jeté comme un os rongé. Et oui. Donc il y a le côté abri et le côté trappe d'oubli aussi dans les deux. Je crois que Morel veut dire quelque chose là-dessus. Bon, j'ai un tout petit texte de lui, là, à nouveau, sur l'écriture qui correspond à ce qu'il pensait lui-même de son œuvre et de l'écriture. C'est aussi, ça date d'avril 68, donc quelques mois avant sa mort. Il faut réapprendre à écrire puisqu'il n'est plus temps d'apprendre à vivre. À 30 ans, je croyais être arrivé à un sommet, et je voulais faire le point. 30 ans après, c'est la même chose. À cette différence près qu'on s'aperçoit que le point s'est fait tout seul, sans qu'il soit besoin de vous pour le faire. Et puis à quoi bon? Tout cet enchevêtrement de fils qui font la vie, il ne reste qu'une soie précaire et qui vous tire pourtant vers l'abîme. Quel abîme? Il ne sied pas de le dire. Installons-nous dans l'idée de dire qu'on y va. Il faudrait peut-être penser à autre chose, s'il y avait autre chose. Je voudrais redire que pour moi, l'œuvre de Richaud, c'est une sorte de conte nocturne. Et que la poésie de Richaud naît de la nuit. D'ailleurs, quand il parle de la douleur, qui est son premier roman, qui raconte en effet ce drame d'adolescence, ou un drame qui concerne sa mère et un prisonnier qui sont surpris dans le jardin, il dit de la douleur, c'est un livre de nuit. Et il y a à la fois chez lui, et c'est ça qui est profondément inscrit dans cette terre, il y a l'aspect conteur de village, on dit là-bas l'aspect santonnier, hein, et une fascination, je dirais, solaire pour la nuit. Dans la vie de Saint-Delteil, parce que c'est le titre exact, on trouve à côté de ce que j'appellerais d'une sensualité panthéiste, on trouve l'imagerie surréaliste. Mais il y a les deux à la fois. Hein. Il y a un très grand lien entre les deux. Et il n'y a rien de plus fantastique, au fond, que le récit de la création du monde dans un café qui s'appelle le Café des Miroirs à Paris, par quelqu'un du Comtat, qui raconte comment on raconte la création du monde au pied du Ventoux. C'est à la fois sensuel et, encore une fois, totalement surréaliste. C'est pour ça que je dis que c'est un conte nocturne, avec cet envers de ténèbres et de silence, et que du réel parle le fantastique, comme on le voit très bien dans La Fontaine des Lunatiques,
Richaud arrive à ce que j'appellerais un véritable lyrisme visionnaire. Ce qui est spécifique de cette terre du Sud, de cette terre qui est à la fois cathare d'un côté et ouverte sur l'islam de l'autre, Bousquet dit, c'est un mélange étrange de lumière et de sang. Et c'est plutôt à travers ce sentier créé par Bousquet qu'il faudrait voir quel est le rapport exact de Richaud avec le Sud. Mais ça me paraîtrait aussi réducteur de dire c'est un écrivain du Sud. C'est plutôt quelqu'un, en effet, des ténèbres et du silence, des contrastes, de la terre rouge, des monts du Ventoux, de ce silence extraordinaire des jardins du Sud, des jardins fermés au visible. Et c'est peut-être ça. Le métier de poète. Arrière, tour de feu, fontaine de silence, tous les madrépores et les larges sanglots de la lumière, montagnes tournoyantes et visages de gel. Ma voix à peine née fait reculer le monde, jusqu'aux gouffres de l'inconnaissable. Me voilà devant les rivières qui se précipitent du haut de mon cœur, éclairées de mon sang, illuminées de la ronde infernale des roches, éclatement du sel sur les pas de la neige, et des noyers qui ont de précieuses floraisons autour du front. Gouffres sourds des miroirs, j'entends clamer vos aveugles habitants, dans une nuit plus orageuse que les tambours de la lune, hantés aux épaules par 1000 siècles de servitude. Et debout ce nuage, qui erre à travers mes poumons, voit ma mort, comme une étoile pleine de musique. Dans toute tragédie, il y a le soleil et l'ombre. Dans la corrida, il y a le côté ombre et le côté soleil. Dans l'œuvre de Picasso, il y a le côté ombre et le côté soleil. Frédéric Jacques Temple. Le fameux soleil méditerranéen est un soleil noir, en réalité. C'est le soleil tête de mort. Le véritable méridional n'est pas un joueur de pétanque et un buveur de pastis. C'est un homme sobre, je veux dire sobre de l'âme. C'est un homme torturé. C'est un homme qui a tous les dieux en lui qui se battent. Et il n'est pas étonnant qu'André de Richaud, qui était un homme du Sud, et doublement un homme du Sud, ait été ensoleillé de cette façon, ensoleillé d'une façon nocturne, c'est-à-dire que pour lui le soleil c'est le contraire de la nuit étant le contraire du soleil, c'est-à-dire un lieu de toute possibilité, le lieu où les choses se passent. Dans le soleil rien ne se passe, tout est blanc. La nuit tout prend son relief avec douleur. D'ailleurs la douleur est un mot qui revient chez lui, qui est revenu comme titre d'un de ses romans, un de ses premiers romans, vers 1930, je crois, à l'époque d'ailleurs où il écrivait La création du monde. Et je ne sépare pas chez lui d'ailleurs la poésie du roman, parce que finalement l'expression romanesque chez André de Richaud est une expression poétique. On pourrait dire non pas qu'il a écrit des romans poétiques, ce qui serait péjoratif, mais il a écrit des poèmes romancés. Barque du ciel, arbre du rêve, femme dont les yeux sont sauvés. Si tu voyais comme s'achève la pomme ronde du baiser. Pas l'enfant aux cheveux de tonnerre, dont le sourire foudroie les chevaux blancs sur les routes, et se promène dans les ports éventrés boueux comme le souvenir des escadres, et plus simple au soleil que l'ombre de la mort. Regarde-moi saigner à travers ces planètes, arrêter d'étonnement, la bouleversante démolition des tours et des calcaires, les révolutions des pétales de rose et les fontaines de la peur, avide de 1000 rayons, gestes de granit, sanglots de marbre. Voilà ce qu'a fait de moi la fontaine, de cette main gauche qui depuis le début du monde s'acharne à me poursuivre et fait mûrir au fond de mes genoux un grand pont de forêt en flammes.
dans des livres comme La Nuit aveuglante, qu'il a publié beaucoup plus tard, que Morel a réédité, La Fontaine des lunatiques, qu'il a écrit, je crois, vers 1932, et qui était son adieu à l'adolescence. Là aussi, c'était au fond le commencement de son pèlerinage dans la nuit. Hein. C'était l'adieu à tout ce qu'il avait été, à cette enfance, au fond, qui ne le quittera pas, mais il veut quand même lui dire adieu. Ça, c'est le côté nocturne de Richaud. Hein. Il garde en lui l'enfance, c'est le côté soleil, mais il la nie, et il veut lui dire adieu, c'est le côté nocturne. Et finalement, La Fontaine des lunatiques, je crois, sera le plus parfait de ses livres, à mon avis. Mais on pourrait ajouter une chose, c'est qu'il y a chez de Richaud une vision de la femme, comme d'une part comme obstacle entre l'homme et le monde, et une vision de la femme liée à la mort et à la décomposition. Par exemple, à la fin de La Fontaine des lunatiques, ça se finit dans une tombe où il y a une jeune femme, et l'événement, la blessure profonde qui s'exprime dans la douleur, cette trahison de la mère, elle a eu un retentissement formidable sur sa vision de la femme. Hein, cette vision morbide, je ne sais même pas le mot de misogynie qui ne va pas ici, mais la femme, c'est la mort. De même que le père qui est mort à la guerre de 14, lui apparaîtra toujours comme celui qui doit disparaître quand il s'est donné une descendance, et d'où son rapport à la paternité. Le père, c'est celui qui disparaît quand il a un enfant, et la mère, c'est la mort. Et ça, c'est très, très net dans la douleur. Et vous retrouvez ça dans La Fontaine des lunatiques. Et d'où cette notion du masque de chair et de peau, alors qu'on retrouve dans La Nuit aveuglante, où un forcené, finalement, est condamné à garder le masque qu'il avait pris pour effrayer les processions, et il est condamné à le garder toute sa vie. Dans La Nuit aveuglante. On retrouve à travers Richaud toute une thématique que, si on va chercher très loin, on trouve déjà chez les troubadours, avec cette volonté d'explorer le monde nocturne de l'amour souterrain, de l'amour érotique. Et il y a tout de même une chose caractéristique chez Richaud, et qui est caractéristique de tous les méridionaux, c'est ce besoin passionné du soleil et ce refus passionné du soleil. Vous savez, Giono disait avec humour, le soleil c'est pour les Anglais. Et c'est vrai que les méridionaux recherchent l'ombre beaucoup plus que le soleil. Mais ils recherchent l'ombre, pourquoi? Parce qu'elle leur est donnée par le soleil, elle ne pourrait pas exister sans lui. Et je crois qu'on arrive à ce paradoxe qui est en même temps une espèce de manichéisme qu'on retrouve également chez Richaud. Les biches de l'amour ont pleuré jusqu'à l'aube. Les bêtes de ma vie ont toutes les yeux faux. Et toi, tête de gel qui sanglote dans la flamme sans pouvoir redevenir le nuage, visage étonné des étincelles du silence, calciné par l'odeur des cuivres emmêlés, et les chevaux du rire qui s'impatientent de mordre la chair des astres ennuyés, et les femmes de verre qui se brisent quand on ne pense plus à elles. Et celui qui se décompose en souriant au fond de la glace miroitante, et sa jambe lépreuse de soleil, et son sexe couvert de rosée, et le ventre de cette femme, tout parsemé d'hirondelles évanouies, qui vont et viennent et passent à travers les anneaux de diamant, comme si le diamant ne pouvait se faire comprendre sans le secours des oiseaux du ciel. Parle, nuit plus douce que les amandiers de sa bouche qui neige sur ma langue quand l'heure se couche. Parle, fantôme étonné du silence, et l'écho éclatera en gerbes d'étonnement. André de Richaud écrivait en français, mais est-ce qu'il s'intéressait, disons, à la langue provençale? Est-ce qu'il la connaissait? Il la connaissait pour pouvoir parler le patois avec les paysans des villages où il pouvait séjourner. Pierre Segers,
Il parlait patois, mais un patois assez sommaire, qui était le mien aussi, si vous voulez, à l'époque où, entre 12 ans et 18 ans, on vit dans un pays, on parle à tout le monde. Et il y avait, à l'époque encore, bien des paysans qui parlaient toujours entre eux le patois. Vous dites, Pierre, que de Richaud était un homme de communication, c'est ce qu'on ressent quand on lit ses poèmes, ses textes, et je présume qu'il l'était déjà lors de vos années étudiantes, quoi. C'était déjà un homme de communication. Tout à fait. Et il avait l'estime et l'amitié des classes, alors que d'habitude, vous savez ce qu'il en est, dans les lycées, collèges, le jeune garçon qui écrit des poèmes, eh bien, il est un peu marginal. André de Richaud était au contraire plutôt un centre de polarisation. Il aimait plaire, et le fait de porter une blouse ou des vêtements qui ne lui allaient peut-être pas très bien, mais personne de nous ne regardait le vêtement quand on a 15 ans, n'est-ce pas? Ça n'a pas d'importance. Mais lui, oui, il voulait plaire. Je crois que Mauriac a fait comprendre à de Richaud Tristan Cabral que du fin fond de sa terre, on peut rejoindre l'univers à partir du moment où on dit une blessure fondamentale. À partir de Thérèse d'Esquerro, on va beaucoup plus loin que les Landes. Et je crois que c'est Mauriac qui lui a fait comprendre que de sa terre, il touchait à l'univers. De sa petite province, on pouvait toucher l'univers. Et ça aussi, c'est le message de Bousquet qui dit quelque part « Ta province, fais-en cadeau à l'univers ». C'est Charles Dulin qui se trouvait dans le Midi, qui est venu voir Milhaud à Aix-en-Provence. Madeleine Darius Milhaud. Et qui lui a proposé de faire la musique de scène pour le Château des Papes d'André de Richaud, qui se trouvait à ce moment-là à Lourmarin, au château de Lourmarin. Et Milhaud était enchanté à l'idée de faire cela. Et d'autre part, de Richaud lui était parfaitement sympathique, mais il ne le connaissait pas du tout avant. Comme Dulin connaissait fort bien André, qui savait qu'il était un peu paresseux sur les bords, et que d'autre part, il aimait traîner assez facilement, fréquenter certains cafés, ce qui peut-être n'était pas très bon pour sa production littéraire, et que Dulin tenait essentiellement à avoir sa pièce de théâtre terminée avant une certaine date. Nous ne comprenions pas du tout pourquoi il avait enfermé ce malheureux jeune homme dans ce château de Lourmarin et se faisait jeter des feuillets par la fenêtre lorsqu'il avait été écrit ou terminé une scène. C'est beaucoup plus tard que nous avons compris pourquoi Dulin s'était comporté de cette cruelle façon. Testament. Autrefois, j'aurais voulu être le dernier oiseau du dernier platane, la première lueur du matin sur l'aile d'un olivier, l'orange du midi bien pendu sur ses feuillages de parfum, et ce nuage qui joue autour du phare. J'aurais voulu être une phrase coupée au ras d'un poème découvert par une jeune fille aux cils de pavot, au bord d'un grenier de Provence. Mais maintenant, mon dernier désir est que mon souvenir brûle les pierres où il est gravé, ici et là, au petit vol de mes voyages. Les sables de la mer n'ont pas besoin de dictionnaire. Toutes les feuilles meurent en automne. Rien n'est qu'un feu mort au fond d'un ruisseau sec. Que mon visage s'écrase en vous, ombre de ma jeunesse, et qu'il ne reste rien de ce fer rouge. De la vie de Saint-Delteil au théâtre, ça a été le début de la grande période qui a duré une dizaine d'années quand même pour Richaud, où il a été reçu partout, où il a eu cette vie parisienne qu'il souhaitait, lui l'enfant d'Altin-les-Palus, vous voyez, cette vie parisienne qu'il souhaitait et qu'il méritait, et il a écrit ses livres chez Grasset. Je crois qu'on n'a pas joué de Richaud depuis Michel de Ré. Il me semble qu'il ne répond pas au mode actuel du théâtre. Il n'y a pas
le jeu dans le miroir, le théâtre dans le théâtre, n'est-ce pas? Enfin, ces découvertes qui sont intéressantes d'ailleurs, et qui ont un petit peu transformé l'art du théâtre et l'écriture du théâtre. Son théâtre est un peu comme un feu de la Saint-Jean. Enfin, il jetait là-dedans tout ce qu'il avait dans la tête, ça faisait un grand feu, il y sautait dedans, et puis il disparaissait. C'est un théâtre peut-être plus naturel. D'autre part, dans une certaine mesure, c'est aussi un théâtre qui a une source paysanne. Et peut-être que ce n'est pas ce qui, en ce moment, retient tellement l'attention. Ça serait donc pour les romans aussi, pour Le Mauvais, et les autres romans qui sont aussi enracinés dans ces sources là, paysannes. Je trouve que c'est plus grave. J'admets que pour le théâtre, on va écouter une pièce de théâtre et voir, on en sort, et puis c'est fini. Tandis qu'un livre comme La Douleur, comme Le Mauvais, la série des Mauvais, n'est-ce pas, on peut les lire et les relire. Et on est quand même, je crois, obligé, à ceux qui s'intéressent à la littérature, de reconnaître qu'il y a dans ces livres-là une matière, aussi bien dans le langage que dans l'imaginaire et dans la réalité. Il y a une matière qui mérite l'attention, la relecture, une sorte de respect envers une œuvre. On découvre aussi bien des hommes qu'un pays, on découvre un écrivain de communication, pas un écrivain abstrait, un écrivain vraiment de communication réelle, un écrivain de chair et de sang, qui parle des hommes, qui sont des hommes et non pas des créations de l'intellect. Il a rencontré Michel Levanti. Levanti était avec vous à l'époque, non? Non, pas avec moi, mais il l'a connu de son côté. Au service militaire, il a fait son service militaire à Casablanca. Il y a d'ailleurs, je crois, une photo de lui dans le Poète d'aujourd'hui avec Levanti, pris là-bas avec la Chéchia. Et là, il a rencontré alors d'autres amis. Il avait donc à ce moment-là 20 ans, n'est-ce pas? Il a rencontré d'autres amis, d'où ces liens d'amitié passionnés avec certains de ses amis. Anniversaire de la mort de Michel Levanti. Chevelure d'or pesant qui penchait de droite à gauche vers la joie. Et toi, beau visage, à moitié pourri, dont la bouche me tire derrière les portails sonores de la mort. Si tu savais quelle grande faim mord ma peau vivante de te rejoindre avec ta couronne de sourires, et quels 4 grelots de la vie joyeuse qui font sonner tes chevilles sur les sentiers de la brume. C'est moi tout seul à te chercher, et le son danse encore en moi. Pourquoi, tête cruelle? Quand le tien s'élève depuis un an et nous sépare, comme les grilles de ton palais. Figé, le tien. Il ne retombera plus des balcons de l'éternité, ton sang forgé, que la fièvre a contourné selon les volutes de tes veines murmurantes. Il a rencontré Supervielle à Paris, il a connu les filles Supervielle, qui étaient 4 jeunes filles admirables, et il a eu là un milieu qui était la poésie même. Et c'est grâce à lui que j'ai acheté Les Amis Inconnus à Avignon, un livre qu'on ne trouvait pas, il fallait le faire venir de Paris, parce que là-bas on ne trouvait qu'Albert Samin, n'est-ce pas, à l'époque. Il y a maintenant beaucoup de jeunes veulent connaître cette œuvre, veulent vraiment aller plus loin. Je crois qu'il est représentatif. Il est représentatif. J'aimerais pas qu'on dise d'un nouveau romantisme, mais il y a quand même en lui une marginalité créatrice, un feu très naturel, une sorte de violence d'iconoclaste, puisqu'il cassait tout parfois partout où il passait, mais en même temps une fidélité, une amitié, une ferveur. Et l'écriture, ça compte.
Une chose qui me frappe dans les moments que j'ai connus de la vie d'André de Richaud, c'est que tous les moments qu'on a vécus ensemble auraient pu faire, même après sa mort, tous ces moments-là auraient pu faire un chapitre d'un de ses romans. André de Richaud n'était d'ailleurs pas un vrai romancier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a écrit des poèmes romanesques. Et c'est la raison pour laquelle ces personnages, et la grande majorité de ces personnages importants, ne sont pas des types littéraires. Hein. Il n'y aura jamais le père Grandet ou la cousine Bette chez André de Richaud. Il y a des personnages de tempérament, des personnages d'humeur, et finalement c'est aussi dans la tradition méridionale. Hein. Le personnage ne se dégage pas du contexte de l'environnement, si je puis dire, ne se dégage pas du pays. Hein. Alors on a pu dire justement à ce propos que Richaud avait dépeint son comtat, hein, comme Giono peut-être avait dépeint sa Provence, mais j'insiste bien sur sa Provence et son comtat, c'est-à-dire qu'il s'est projeté lui-même sur le comtat. Et au fond, la Provence de Giono, le comtat de Richaud, c'est un peu le Yoknawapata de Faulkner, c'est-à-dire on en revient toujours au mythe. Quand on ouvre un livre de poèmes ou de textes poétiques, disons, puisque nous craignons les expressions différentes, Gaston Ferdière. Eh bien, nous y cherchons de la poésie. Eh bien, dans le droit d'asile, il y en a toujours, il y en a partout. Tandis que parfois, je reçois des livres, je reçois beaucoup de poèmes, je reçois beaucoup de livres, de vers, de recueils, de plaquettes, mais il y en a certains où je ne reviens pas. Eh bien, j'hésite à les ouvrir, parce qu'ils ne m'apportent rien, ou pratiquement rien. Eh bien, Richaud, quand je prends son œuvre, elle m'apporte toujours quelque chose et je peux la reprendre et la reprendre encore et ne pas m'en lasser. Je voudrais prendre la balle au bond pour dire à quel point le poème La chanson de mort est peut-être l'accomplissement poétique de Richaud. Tout à l'heure, on parlait du néant. La chanson de mort, c'est à la fois la vision du néant dans la vie, c'est à la fois la vision de la vie qui est bûcher et noyade, qui est lumière et explosion du moi. Et c'est là qu'il y a ce vers qui, moi, me traverse chaque fois que je le revois. Adieu moi, j'éclate comme une branche de feu. Et puis aussi, ces quelques lignes superbes à la Provence, puisque tout à l'heure on en parlait, qui est un des derniers poèmes du droit d'asile, il s'appelle d'ailleurs Provence. Et voilà comment Richaud parle à cette terre brûlée du Ventoux. Regarde à ma tempe la cicatrice qui est ta naissance. Regarde au fond de mes yeux cet olivier si net, c'est encore toi. Et sous mes ongles d'enfant négligé, j'ai emporté ta terre aux quatre coins de l'amour. Il y a des poèmes, on peut le voir d'après ces manuscrits, il y a des poèmes qui sont venus d'un jet, où il n'y a pas de correction, et où parfois, peut-être, en effet, il aurait pu, disons, travailler un peu plus. Mais ça venait comme ça venait. Mais ensuite, quand s'est posée la question de l'édition de ces poèmes, car le droit d'asile, ça a été son premier livre de poèmes, alors là, il a repris ces textes et il les a quand même retravaillés. Pas à fond comme certains, ça ne sont pas des brouillons avec trentaine de repentirs, mais il y a parfois quand même une relecture et quelques modifications. Pierre, quand vous avez découvert la confession publique, quel sentiment avez-vous éprouvé devant ce livre, qui je crois est un des plus essentiels de Richaud?
j'ai eu l'impression, en effet, de me trouver devant un document qui, au-delà de Richaud, représentait dans la confession l'union d'une langue, d'une écriture, d'une couleur extraordinaire et en même temps d'une authenticité absolue. C'est-à-dire, c'est les mots essentiels du plus profond d'un homme, ce qui, à travers son aventure, montre qu'il a vécu pour les lettres, pour la poésie, qu'il était quelqu'un de singulier et que cette singularité, c'était celle du poète. J'ai eu là un document vrai et le bonheur de faire un livre à un moment où il avait, si vous voulez, ce sentiment d'un certain abandon sur le plan littéraire. Alors, dans l'amitié et surtout dans les lettres, j'étais très heureux de faire cet ouvrage-là. L'amour près du sommeil, c'est l'ombre auprès de l'ombre. Sacrifice des nuits, les étoiles longtemps ont neigé sur ton corps, endormi parmi les roches brûlantes, du ciel écroulé sur ton sourire secret. Ton sommeil sous tes bras en mousse scintillante, ton sommeil dans ta maison où tourne un astre familier qui distille du songe au bord de l'oreiller. Ton sommeil qui, la tête sous l'aile, défend aux grands chevaux blancs de hennir, car il est une plante magique qu'il importe de ne pas réveiller. Arbre noir de la nuit, j'entends chanter vos oiseaux aveuglés. Et toi, femme, songe de pourriture et de cheveux dénoués, tu dors sur mon bras nu, comme dorment au printemps les nuages, et à l'automne les raisins sous les feuilles, et l'hiver les anges fatigués, et l'été les grands incendies de montagne dont les journaux sont illuminés. Et tu t'en vas revoir tes rivières originelles, les meubles étonnants qui t'ont vue petite fille, et moi, je reste là dans les draps, trompée par ta forme de cadavre et par la lueur douce de tes bras. Les fantômes des morts de ta maison promènent sur ton front leur long sourire, triste main d'ombre. Je devine celui auquel le tien répond. C'est celui du beau capitaine tué par la foudre le 23 juillet 1789. Alors, pour écarter tous ces visages anéantis qui viennent dérober ta figure à la mienne, je m'endors, moi aussi, entourée des fumées d'amour qui s'élèvent de tes yeux fermés. Ce soleil noir, André de Richaud, par André Laude. Aujourd'hui, la nuit des cygnes. Avec Tristan Cabral, Gaston Ferdière, Madeleine Darius-Milhaud, Robert Morel, Pierre Segers, Frédéric Jacques Temple. Texte dit par Yvan Dautin, Sylvie Taride, Eva Petrakovna. Bibliographie. Le droit d'asile, édition Segers. Confession publique, édition Segers. Je ne suis pas mort, édition Robert Morel. Groupe de réalisation, Marie-Paul Ferjac, Geneviève Nguyen, Francis Robert, Jacques Taroni. Albatros.